Le premier temps fort de la semaine a eu lieu mardi après-midi. À l'issue des questions au gouvernement, a eu lieu le vote solennel pour choisir le mode de scrutin pour les prochaines élections européennes qui auront lieu en 2019. Rappelez-vous, le précédent scrutin européen s'est déroulé au sein de 8 circonscriptions différentes, 8 circonscriptions régionales. Et d'ailleurs, nous, Français à l'étranger, nous étions rattachés à une circonscription de Paris, ce qui peut paraître étonnant. Le vote de mardi a consacré un scrutin sur une liste unique nationale, mettant en cela la France en harmonie, en conformité, je dirais, avec 23 autres pays européens qui, eux aussi, ont choisi un mode de scrutin national, sur des listes nationales. Fort peu de pays européens avaient découpé leur territoire en circonscriptions pour les européennes. L'objectif ici est de permettre de rapprocher le citoyen avec le Parlement européen. L'objectif est aussi de donner plus de lisibilité au scrutin, plus de lisibilité à ces élections. La division en circonscriptions régionales avait peu de sens et ne permettait en rien de faciliter le lien entre le citoyen et le Parlement européen. Quant au mode de scrutin, ça restera un scrutin à la proportionnelle avec un minimum de 5% des suffrages pour pouvoir avoir droit à un siège au Parlement européen. Je voudrais préciser ici qu'au moment du vote solennel mardi, le groupe La République En Marche à l'unanimité a voté pour ce texte, ainsi que l'immense majorité du groupe Modem à l'exception de 2 personnes. Le groupe La France Insoumise également a voté pour ce texte et je tiens à les saluer de leur compréhension de l'intérêt de cette modification. En revanche, le groupe Les Républicains à l'unanimité a voté contre. Ça montre bien là leur incompréhension du système et leur souhait de rester repliés sur eux-mêmes, rester repliés sur de vieilles méthodes, sur de vieilles façons de faire. Donc nous pensons, nous, et c'est pour cela que nous l'avons voté, que cette nouvelle façon de définir les listes et de définir la circonscription électorale unique, non seulement permet de nous mettre en cohérence avec nos partenaires européens, 23 je rappelle, qui utilisent également cette méthode, mais également permettra d'être beaucoup plus efficace dans le projet européen que porte notre président de la République. Le deuxième temps fort de la semaine était pour moi mercredi, quand Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a déposé sur le bureau du Premier ministre le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Cette loi fait beaucoup de bruit, on s'arrête beaucoup sur des aspects très techniques de ce projet. Je voudrais juste placer quelques points qui me semblent très importants. Aujourd'hui, tout le cadre législatif, réglementaire autour de l'accueil des étrangers était souvent en décalage avec nos partenaires européens. Sur certains points, nous n'étions pas du tout cohérents entre nous. Or, l'asile doit se concevoir au niveau européen. Donc ce projet de loi avait 2 ambitions, d'être à la fois plus humain et en même temps plus efficace. Un petit point d'abord qui me semble très important, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, l'immigration légale, celle qui est autorisée, représente un nombre de personnes beaucoup plus important que l'immigration illégale. Cette donnée est importante à bien avoir en mémoire. Je vous invite également à écouter sur France Culture une interview très éclairante de David Lesky, qui est dirigeant de l'Office français de l'immigration et qui a une grande connaissance du sujet et qui a apporté quelques données précises qui permettent de bien comprendre quelle est la situation en France au regard de l'immigration, du droit d'asile et de l'intégration. La situation aujourd'hui était que nous avons du mal à accueillir et à intégrer ceux qui sont légitimes à pouvoir rester sur notre territoire, et que par ailleurs, nous avons beaucoup de mal à reconduire à la frontière ou à renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas vocation à rester chez nous. Le texte de loi porte plusieurs propositions qui tournent autour de 3 axes. Le premier axe est d'accélérer les délais de demande du droit d'asile, qui peuvent aujourd'hui aller jusqu'à 24 mois, et l'idée c'est de le raccourcir à 6 mois.
Juste pour mémoire, si vous écoutez David Lesky dans le document de France Culture, vous verrez qu'il rappelle qu'en Allemagne, le délai est de l'ordre de 18 mois. Le deuxième axe est de rendre la lutte contre l'immigration illégale et clandestine beaucoup plus efficace. Il y a tout un ensemble de mesures qui iront en ce sens. Et enfin, le dernier axe est d'améliorer l'accueil et l'intégration de tous ceux qui sont sur notre territoire en situation régulière. Et pour cela, le rapport de mon collègue Aurélien Taché propose tout un ensemble de mesures pour que cette intégration soit beaucoup plus efficace. Juste pour information, il faut savoir qu'en termes de logement, vous savez qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles nous sommes en tension, nous manquons de logements disponibles, mais notamment de logements sociaux. C'est notamment le cas à Paris, et les arrondissements qui étaient traditionnellement source d'accueil dans le nord-est de Paris, aujourd'hui n'accueillent plus du tout d'étrangers, d'immigrés, et maintenant toute cette immigration s'est déportée beaucoup sur le département de Seine-Saint-Denis, ce qui met ce département dans une situation extrêmement compliquée, à la fois budgétairement et sur le plan opérationnel. Et puis il y a tout un tas de villes en province qui, elles, accueillent pas ou peu du tout parce qu'elles ne sont pas demandées. Donc il y a tout un rééquilibrage à faire pour permettre à ces étrangers qui ont vocation à rester sur notre sol, je parle bien d'étrangers qui sont donc admis et acceptés, qui sont en situation régulière, il faut pouvoir les redéployer, les aider à s'intégrer dans d'autres villes peut-être que Paris. Enfin également, il y a tout un versant dans cette intégration des personnes qui ont vocation à rester, tout un volet qui concerne les personnes les plus vulnérables, les mineurs, les femmes en situation de violence domestique. Voilà deux populations très vulnérables pour lesquelles le projet de loi va aider, va les protéger plus qu'il ne l'était jusqu'à présent. Donc dans l'ensemble, ce projet permet de préciser certains points que nous avions déjà dans notre droit et permettra, encore une fois, de montrer le visage de la France qui est une terre d'accueil. Je pense que c'est un élément très important et simplement cet accueil doit être meilleur et plus efficace et doit faire aussi entendre à ceux qui n'ont pas vocation à rester chez nous pourquoi ils ne peuvent pas y rester et comment nous pouvons dignement, j'insiste sur ce mot, les ramener vers leur terre de départ. Alors, le troisième temps fort de cette semaine, c'était vendredi, les annonces du Premier ministre Édouard Philippe sur le commerce extérieur. Notre commerce extérieur, vous avez peut-être vu les chiffres récemment, est à nouveau déficitaire, il s'aggrave, cela fait 14 ans que notre commerce extérieur ne décolle absolument pas. Nous avons aujourd'hui 63 milliards d'euros de déficit de notre commerce extérieur, de notre balance commerciale. Le 6 décembre dernier, j'avais interrogé le gouvernement sur le commerce extérieur et sur la stratégie que le gouvernement souhaitait mettre en place pour accompagner notre commerce extérieur et l'aider à se développer, aider nos entreprises à aller conquérir des marchés à l'extérieur. Pour accompagner nos entreprises, il y a de très nombreuses structures. J'avais parlé d'un millefeuille puisque nous avons en France, côté départ, des chambres de commerce régionales. Nous avons du côté institutionnel une structure qui s'appelle Business France. Nous avons également une structure d'aide au financement qui s'appelle BPI France. Du côté de l'arrivée, nous avons les services économiques régionaux qui sont plus sur des aspects macroéconomiques, moins sur des aspects d'accompagnement de nos entreprises, mais qui sont tout de même là, qui sont des personnels venant du ministère des Finances. Et puis nous avons des chambres de commerce internationales qui sont des structures de droit privé, locales, qui peuvent accompagner nos entreprises à travers une ensemble de gamme de services qu'elles peuvent leur proposer. Et enfin, nous avons également une structure qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur, qui sont des Français responsables d'entreprise. Nous en avons une grande partie dans des pays étrangers, une autre partie en France. Ce sont des personnes qui ont l'expérience de l'export et qui peuvent donner des conseils et accompagner également nos entreprises. Donc vous voyez, beaucoup d'entités différentes. Donc tout l'enjeu de ma question en décembre, c'était de demander au gouvernement que proposez-vous, que pensez-vous faire pour améliorer, faire en sorte que ce millefeuille soit plus simple et que nos entreprises trouvent mieux les conseils et l'aide dont elles ont besoin. J'ai donc écouté avec intérêt les annonces d'Édouard Philippe, notre Premier ministre, vendredi devant des étudiants de l'école de commerce EDEC. Son ambition est donc de créer une équipe de France de l'export, ce qu'il appelle en anglais une Team France Export. Il propose d'avancer dans 3 directions.
Tout d'abord, la diffusion d'une culture de l'export, car aujourd'hui en France, nos entreprises, nos PME, parce que ce sont elles qui doivent partir à la conquête de nouveaux marchés, les grandes entreprises n'ont pas forcément besoin qu'on les aide pour cela, elles sont déjà présentes à l'international, ce sont vraiment nos PME, 75% de notre tissu économique, qui ont besoin de partir. Et bien souvent, parce que nous sommes très perfectionnistes, là, beaucoup de nos entreprises, de nos chefs d'entreprise de PME, attendent d'avoir une taille critique, un produit élaboré, un revenu performant pour se dire « maintenant je vais aller à la conquête de nouveaux marchés ». Or, la donne a changé et aujourd'hui, il faut pouvoir partir à l'export très tôt, surtout quand il s'agit de PME qui offrent des produits de technologie très innovants. Donc cette culture de l'export passera par le développement très tôt dans les lycées, dans les écoles, commerce, ingénieurs, de la mise en place de certifications en anglais, car pour aller conquérir de nouveaux marchés, la maîtrise de l'anglais est absolument indispensable. C'est fondamental. Au-delà de la culture, le deuxième point sera la réforme de l'accompagnement de nos entreprises et ce millefeuille dont je vous parlais qui devra devenir plus efficace. Et il y a un certain nombre de pays dans lesquels l'activité de Business France, cette structure institutionnelle qui est un peu l'accompagnateur depuis les régions en France jusqu'à la plateforme d'atterrissage dans les pays étrangers, dans un certain nombre de pays, Business France va s'effacer au profit des chambres de commerce internationales. Et notamment dans notre circonscription, ça sera le cas à l'essai à Tokyo, à Hong Kong et à Singapour. Enfin, le troisième volet sera la simplification du financement de l'accompagnement de nos entreprises à l'export. Je suis convaincue que ces mesures, les trois volets que je viens d'exprimer, seront un élément clé et maintenant c'est à nous et à nos entreprises de s'en emparer. Je vous rappelle que moi je suis donc membre du groupe d'études à l'Assemblée sur l'export, l'attractivité, les investissements et j'ai proposé mes services pour accompagner, réfléchir à l'atterrissage de nos entreprises à l'étranger. Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux de ce groupe d'études qui est dirigé par ma collègue Marie Lebec.